Voici quelques principes de base pour l'animation. Pour cet exemple, je vais ajouter ce module spatial à ma mise en scène sur lequel je vais faire un déplacement. Donc, avant de commencer à l'animer, pour pouvoir faire jouer l'animation et regarder la vitesse de mon mouvement, il faut s'assurer ici que dans les propriétés de rendu, que le frame rate, donc c'est le nombre d'images secondes, correspond à l'exportation que vous voulez faire. Le logiciel, par défaut, offre du 24 images secondes, ce qui est un standard dans le film traditionnel. Ici, en Amérique du Nord, on utilise plus fréquemment le 30 images secondes. Donc, avant de commencer à animer, je vais changer le 24 images pour 30 images secondes. Si vous êtes européen, probablement que le framerate qui convient le mieux est le 25. Les décimales, il faut comprendre que c'est l'ancien système de télédiffusion qui consistait à avoir des entrelacements dans les images. Donc, pour l'Amérique du Nord, on appelle le format NTSC, c'était du 29,97 images. Alors, si on met des animations sur YouTube, il n'est pas question d'utiliser un entrelacement. Donc, la même chose ici pour le format européen, qui probablement va être 25 ou 24 images secondes. Donc, c'est important de faire cet ajustement-là, ce changement-là, avant de commencer à animer, parce qu'on va faire jouer notre animation, il faut voir la vitesse du mouvement dans sa vraie vitesse. Deuxième chose qui est important, c'est avoir fait notre direction photo. On fait toujours l'animation en fonction du point de vue de la personne qui regarde un mouvement. Donc, il faut que la chorégraphie soit intéressante du point de vue de la personne qui l'observe. Alors, j'ai déjà placé ma caméra. 0, clavier numérique, c'est le raccourci pour replacer la caméra. Et si je vais ici dans point de vue, caméra, donc on voit les raccourcis à droite, j'ai le cadrage de ma caméra. Donc, dans ma mise en scène, ici, j'ai un mouvement de caméra. Je voudrais à un certain moment que le vaisseau rentre dans le champ de vue. Alors, je vais me placer, disons, à ce moment-ci. Ce qui est important de sélectionner lorsqu'on a une hiérarchie, ce n'est que le parent de la hiérarchie. Donc, on peut voir ici, pour mon module, j'ai plusieurs composantes. J'ai aussi des armatures pour plier les pattes. Donc, j'ai différentes pièces. Ce n'est que le parent de la hiérarchie qui est sélectionné. Alors, je vais animer le parent. Je vais avoir des clés d'animation uniquement à ajuster sur cet élément-là. Il y a différentes façons de sauvegarder les clés. Je peux prendre des panneaux où est-ce qu'on voit la transformation, dont celui-ci, et appuyer sur le bouton de droite. Donc, avec le timeline ou le dope sheet, je vais placer en premier lieu l'image courante. Très important de déterminer où est mon image courante. Donc, je vais placer approximativement ici de placer mon curseur. Je peux prendre mon bouton de droite et sauvegarder une image clé. Donc, je vais sauvegarder une image clé en position sur tous les éléments ici. Un raccourci au clavier, c'est I. J'aurais pu faire ici la sauvegarde de position. Je vais faire une sauvegarde aussi sur la rotation. Je vais changer l'angle de mon module. J'avais une commande aussi pour faire en même temps position et rotation dans la même commande. Alors, je déplace mon image courante. Donc, on se rappelle du nombre d'images secondes que nous avons. Vous êtes à 24 images secondes, à 30 images secondes. C'est ce qui correspond ici à la vitesse d'un mouvement. Je travaille à ce que j'appelle le pifomètre, c'est-à-dire que je place vraiment de façon approximative mes positions pour mes clés d'animation. Ça fait quelque chose qui est moins mécanique, puis je vais ajuster le mouvement. Je vais regarder ce que ça donne, puis je vais déplacer mes clés d'animation. Je ne sais pas de calculer trop précisément quelle devrait être ma vitesse. Alors, je peux déplacer maintenant mon module. Donc, c'est très important d'avoir placé l'image courante avant. Je déplace mon module. Mon module va être passé devant le champ de caméra. Je le replace un petit peu. Je pourrais changer son angle ici. Et je vais jouer, disons, un petit peu sur la rotation. Je vais changer un petit peu son angle comme ça. Donc, je sauvegarde des clés. Donc, la façon que vous préférez, ça peut être ici. On a aussi les commandes qui sont là. Donc, bouton de droite ici, I, raccourci. Donc, toutes sortes de façons pour faire sauvegarde de clés d'animation. Et j'ai mon mouvement. Donc, j'analyse la vitesse de mon mouvement. Par défaut,
les animations des accélérations, décélérations. Et on peut percevoir que le module ici commence tout juste à se déplacer et va ralentir avant la dernière clé. Alors moi, j'ai l'habitude d'aller tout de suite au fur et à mesure, pour ne pas l'oublier, dans l'éditeur de graphes. Mes clés d'animation sont pour les objets sélectionnés parce que j'ai la flèche ici, donc mon module est sélectionné. Je peux voir si j'ai des déplacements sur ces courbes. Point au clavier numérique va cadrer. Alors, si je vais dans Clé, mode d'interpolation linéaire. Donc, je vais sélectionner 3 courbes d'animation. J'ai enlevé les accélérations, décélérations sur les 3 courbes en même temps. J'ai aussi la rotation des Z qui est animée. Ah, je l'avais sélectionné aussi. Elles ont tous été ajustés. Je les avais tous sélectionnés. Didier, qui réalise aussi des tutos en français sur sa chaîne Blender DN33, m'a informé d'une astuce toute simple cette semaine pour rendre les mouvements en vitesse constante. Il suffit d'avoir l'objet et ses clés de sélectionner dans le timeline, qui est un tableau d'espace-temps, d'y placer le curseur et d'appuyer sur T au clavier pour choisir une interpolation. Donc, je peux regarder mon mouvement. Et décider s'il est suffisamment rapide, s'il est trop rapide avec le dope sheet, ou ça peut se faire aussi avec le timeline parce que j'ai pas beaucoup d'éléments d'animer. Si je sélectionne les clés ici, je peux les déplacer, donc mon mouvement va être plus rapide. Alors, ce qui arrive, c'est lorsque j'analyse un mouvement, une chorégraphie, plus j'ai de détails, plus j'ai d'informations dans ma fenêtre, dans mon logiciel, selon la puissance de mon ordinateur, je pourrais finalement ne pas regarder ce mouvement en temps réel. Alors comme ici, si je vais chercher mon effet de rendu avec l'éclairage volumétrique et les textures procédurales, on peut voir ici en haut à gauche que le chiffre n'est pas toujours à 30, je suis supposé être à 30 images secondes. Des fois, il peut y avoir un affichage qui est rouge. Le rendu aussi n'est pas parfaitement celui que je vais avoir à mon rendu final parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour le générer image par image. Si j'arrête mon image ici, je peux voir tout le détail avec ma texture volumétrique et quand je fais jouer, je ne vois pas ce détail. Donc, c'est allégé. Alors, si vous faites jouer votre animation, c'est affiché en rouge, vous ne voyez pas le nombre d'images secondes ici en haut comme celui que vous avez choisi. Moi, je devrais être à 30. Ça veut dire que vous ne regardez pas votre animation avec tous les détails, vous ne voyez pas le mouvement nécessairement parfaitement en temps réel. Et il n'y a pas autre chose à faire que de lancer un rendu pour analyser ce mouvement-là, analyser notre image. On ne peut pas arriver à une bonne animation avec un premier rendu, le premier test qu'on va faire. Donc, on doit faire des rendus pour pouvoir progresser, pour avoir des belles animations. Alors, si on regarde les propriétés pour faire notre rendu, pour obtenir des tests plus rapides, on pourrait faire des images qui sont plus petites que celles qu'on a l'intention de faire. Moi, mon animation actuellement, je vais la faire en 1920 par 1080. Il faut faire attention quand on va chercher ici des préconfigurations, parce qu'on a des préconfigurations. HDTV 720, c'est un 1280 par 720. Si je choisis 1280 par 720 pour faire un test, voilà, je viens de le changer ici, mais si je ne fais pas attention, regardez, le frame rate, le nombre d'images secondes, vient d'être changé. Parce que dans la préconfiguration qui est ici, on a aussi la valeur du framerate. Et encore ici, je viens de changer mon framerate. Et si je ne fais pas attention, je continue à travailler, bon, peut-être que je ne travaillerai pas adéquatement, je ne regarderai pas mes animations correctement. Entre autres, si j'ai une bande sonore, mais elle ne jouera pas parfaitement en synchronisation avec le produit final. Donc, faire bien attention ici que ça ne soit pas modifié. Et je vais revenir, en fait, je vais faire moi 1920 par 1080, c'est pas quelque chose qui est très long à générer. Donc, j'ai le nombre d'images que je vais calculer. Mon animation est sur 240 images, donc dans mon cas, c'est une animation de 8 secondes. Un peu plus loin, en bas, je dois choisir quelle va être mon exportation pour mes tests, pour mon rendu final. Je ne fais jamais
de fichiers vidéo pour des rendus 3D. Toujours des rendus en séquence d'images. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais vous donner les deux plus importantes. La première, c'est que si jamais vous avez une animation qui est longue un peu, le fichier qui est ici ne sera généré qu'à la toute fin du calcul du rendu. Alors des fois, on lance un rendu, on ne pensait pas que ça serait si long que ça, on a besoin de récupérer notre station. Si on arrête le rendu, si notre ordinateur manque de RAM, on va se retrouver avec absolument rien à la fin. La deuxième raison, puis pour moi c'est une raison encore plus importante, c'est que les fichiers vidéo, le JPEG et le brut, c'est des fichiers qui sont très lourds, mais un fichier qui a une compression vidéo ici va avoir une compression temporelle, la qualité de l'image va être altérée. On attend très longtemps pour obtenir ce rendu-là et on est pris finalement avec une compression temporelle. Alors, quand on fait des rendus de séquences d'images comme ceux qui sont suggérés ici, il n'y a qu'une compression qu'on appelle spatiale, c'est-à-dire une compression sur la quantité de couleurs, les dégradés de couleurs, comme l'AVI JPEG. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour notre rendu? Si vous voulez mettre votre animation tout simplement sur YouTube, généralement le JPEG est adéquat. La différence avec le PNG, le PNG a de la transparence, je vais en parler dans une autre vidéo. Quand on veut superposer des couches, c'est intéressant d'avoir une transparence. Mais aussi, lorsqu'on a des couleurs qui sont davantage cartoon, sans dégrader, le PNG est plus adéquat. Il va avoir moins d'artefacts. Et le JPEG pour des couleurs qui sont davantage détaillées. Dans la liste, on se trouve aussi avoir les images TIFF, contenir aussi la transparence. La qualité des dégradés va être plus importante. Donc, on va avoir des détails davantage, peut-être si vous avez des subtilités comme de la fumée, mais c'est des fichiers qui vont être beaucoup plus lourds sur l'espace disque. Est-ce que ça va être une projection sur grand écran du genre cinéma? Si c'est pas le cas, généralement le JPEG, le PNG est très adéquat. Donc, si j'ai pas de transparence, j'ai des dégradés, j'ai choisi le JPEG. Je vais appuyer ici pour spécifier dans quel répertoire mettre mes images. Donc, j'ai déjà un calcul qui est fait. Moi, j'ai l'habitude de nommer mes images de rendu avec un nom qui est associé à ma scène. Donc, je suis capable de conserver mes tests et de revenir à mon fichier scène. Et j'ajoute toujours une virgule à la fin du nom pour séparer ce qu'on appelle la nomenclature. La nomenclature, c'est le nom du fichier avec le numéro de séquence de l'image. Donc, le numéro de la séquence d'image, c'est première image, le 001, le 002, la 003. Et de cette façon-là, mes séquences d'images peuvent être exploitées dans différents logiciels de montage vidéo, autres que Blender. On peut travailler avec plusieurs logiciels et ces logiciels-là vont reconnaître que c'est une séquence d'images. Donc, il y a des logiciels qui reconnaîtront pas le point. Dans mes expériences que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait plus de versatilité dans la compatibilité en utilisant une virgule pour séparer la nomenclature du fichier avec le numéro de sa séquence. Et c'est bien important de jamais mettre de caractères spéciaux. Donc, je ne mets pas de symboles comme dollar, parenthèse, les accents, que des lettres, chiffres, soulignés et tirets. Et c'est ce qui va être le plus versatile dans un ensemble de logiciels. Alors, par la suite, j'appuie ici sur Rendre animation. Donc, Rendre animation va partir le calcul des images en fonction du nombre qui est inscrit ici. Alors, le rendu d'animation ouvre une fenêtre séparée. On peut décaler un peu cette fenêtre, faire autre chose avec l'ordinateur. Une fois que le rendu sera terminé, on devra fermer ici la fenêtre. Alors, je peux rapetisser l'image pour voir mon rendu. Et sur la fenêtre aussi est affiché quelle image est après être calculée. Je peux aller voir directement dans mon répertoire au fur et à mesure que les images apparaissent. Alors, si je rentre dans le répertoire, si je vois toutes mes images qui apparaissent une après l'autre, je pourrais les ouvrir. J'ai par défaut une application qui va me permettre de regarder mon image sans arrêter mon rendu. Donc, je peux vérifier que tout est correct. Si jamais je perçois un problème dans mon rendu, je peux immédiatement l'arrêter. Alors, si je désire arrêter mon rendu, je n'ai qu'à appuyer sur le X ici. Et une fois que le rendu est terminé, je dois fermer la fenêtre ici. Alors maintenant que je viens de faire un rendu d'image, j'aimerais regarder cette séquence d'images pour pouvoir l'analyser, regarder ce que je peux améliorer. Je peux prendre une autre application, il y a différentes applications qui me permettent de le faire, mais je peux le faire aussi avec une autre
logiciel de Blender. Donc, sans fermer ma scène actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que comme Blender n'est pas un logiciel qui est vendu, on ne se préoccupe pas des licences. Je peux ouvrir ici un autre logiciel de Blender, qui est le même. Donc, j'ai ouvert une autre application. Je peux en ouvrir une deuxième, une troisième, ce qui me permet des fois de comparer deux scènes, de faire des copier-coller d'une scène à l'autre, de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis qui fonctionnait avant dans une autre scène. Alors, je vais supprimer le cube par défaut et orienter ma vue pour être de face. Alors, je peux appuyer sur 1 au clavier numérique, je peux aller sur le bouton Vue pour prendre mon point de vue ici qui va être de face, ça revient au même. Je vais ajouter à ma scène un empty. Alors, les empty ici sont des objets qui ne seront pas visibles au rendu, qui vont servir à attacher des hiérarchies ou à être utilisés comme poignée de contrôle. Et tous ces empty-là ont la même fonction, c'est simplement leur forme qui est différente, sauf le dernier ici qui est un empty image sur lequel on peut associer une image pour faire de la rotoscopie, ce que j'ai déjà expliqué dans une autre de mes démos. Et lorsqu'on met une image sur un empty, ce ne sera pas visible au rendu. Alors, un empty se trouve à avoir sa propre page de propriété et je pourrais changer de type de empty une fois qu'il a été créé. Alors, la particularité du empty image, c'est de pouvoir y associer une image ou une séquence d'images. Avec le bouton « Ouvrir », je vais aller dans mon projet que j'ai appelé Blender volumétrique. J'ai un répertoire dans lequel j'ai tout fait mes tests de rendu. Et on peut voir ici mes fichiers qui sont des fichiers séparés, JPEG. Donc la nomenclature, c'est, je l'ai appelé émetteur JP30. C'est la 30e version. Donc j'ai une scène qui s'appelle la version 30 aussi, qui correspond à ce test-là. J'efface pas mes tests, ça me permet de les comparer. Si je travaille avec un client, on peut discuter de ce qui était plus intéressant dans un test précédent, revenir voir quels étaient les ajustements dans cette scène-là. Alors, je prends un fichier, n'importe quel, et ici, par défaut, ça me dit que c'est une image unique. Je vais tourner mon fichier de côté. Donc, je pourrais faire R au clavier, X pour l'axe des X, 90 degrés. Je peux ouvrir ici le panneau de transformation, le tourner de 90 degrés et l'agrandir. Je peux prendre point au clavier numérique pour cadrer ici comme ça. Alors, pour avoir plus qu'une image, pour pouvoir regarder mes images, je dois changer la source qui est par défaut image unique pour lui dire que c'est une séquence d'images. Et la première question qu'il me demande ici, c'est j'ai combien d'images? Alors moi, j'en ai 240. Et très, très important, avant de commencer à regarder cette séquence d'images-là, si je veux la regarder en temps réel, je dois ici retourner à ma page de rendu, où est-ce que j'ai un framerate. Alors, le framerate, par défaut, est 24 images secondes. Donc, si vous travaillez à 24 images secondes, vous n'aurez pas à vous en préoccuper. C'est toujours celui que Blender offre par défaut. Mais moi, je l'ai changé pour 30. En Amérique du Nord, on utilise généralement 30 images secondes. Donc, c'est important pour moi si je veux voir ce test en temps réel. Donc, chaque image, maintenant, est calculée avec tous ces détails au niveau de l'effet volumétrique, la texture procédurale. Et je peux regarder ici, normalement, en temps réel, mon animation. Je constate ici que c'est en rouge parfois. Il faut se demander pourquoi c'est pas en temps réel. Je pense bien que c'est parce que je fais en même temps cette vidéo pour vous, où est-ce que j'utilise OBS Studio qui doit accaparer là, de la puissance sur ma station. Donc, quand on voit que le 30 reste blanc, on est sûr de voir notre test en temps réel. Vous avez de la difficulté avec votre station à le voir à la vraie vitesse. Mettez votre image plus petite, c'est moins demandant pour votre ordinateur. Autre chose, assurez-vous que toutes les applications sont fermées. Si ça fait longtemps que votre station est ouverte, que vous travaillez, peut-être que la mémoire cache est accaparée, redémarrez votre station. Voilà des bons trucs pour ajuster votre animation. Et il n'y a pas d'autre secret que de faire des tests, des tests, des tests et d'observer le résultat et des ajuster.